Vous avez remarqué quelque chose ces derniers temps? L'Amérique n'a jamais été aussi riche, et pourtant, des millions d'Américains se sentent de plus en plus pauvres. Pendant que Wall Street fête des records historiques, la classe moyenne, elle, se rétrécit. Devenir propriétaire devient de plus en plus difficile, et beaucoup de familles travaillent toujours plus, simplement pour garder le même niveau de vie. Les critiques disent que l'économie américaine récompense de plus en plus ceux qui possèdent des actifs financiers, plutôt que ceux qui gagnent leur vie par leur travail. Résultat, la richesse s'accumule tout en haut, tandis que la mobilité économique devient de plus en plus difficile, voire impossible pour le reste de la population. Et si ces tendances se poursuivent, la plus grande menace pour l'Amérique ne viendra peut-être pas d'un rival étranger. Ce danger ne vient peut-être pas de la Chine, de la Russie, ni de nulle part ailleurs. Il vient peut-être d'une économie qui laisse derrière elle une part toujours plus grande de ses propres citoyens. Même si les États-Unis restent la première économie mondiale, des millions d'Américains se sentent aujourd'hui dans une situation financière pire qu'il y a 10 ans. Le logement est devenu inabordable, les coûts de santé ne cessent d'augmenter, les frais universitaires ont explosé, et même les familles de la classe moyenne peinent à se constituer un patrimoine. La majorité des Américains, aujourd'hui, ne peuvent plus acheter de maison. Ils ne peuvent pas non plus payer leurs frais médicaux de leur poche. Alors, leurs dettes médicales s'accumulent et leurs cartes de crédit se remplissent. Il faut parfois des décennies pour rembourser ces frais de scolarité. Et pendant que le taux d'épargne baisse depuis des années, au cœur de cette transformation se trouve l'une des grandes tendances économiques des 50 dernières années, l'élargissement des inégalités de revenus et la disparition progressive de la classe moyenne américaine. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi cela se produit, ce qui alimente ces tendances, et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des États-Unis. Les inégalités de revenus désignent simplement la manière dont les revenus sont répartis de façon inégale dans la société. Bien sûr, un certain niveau d'inégalité existe dans tous les pays du monde, mais les États-Unis ont connu, depuis la fin des années 70, l'une des plus fortes augmentations parmi les économies avancées. D'après le Bureau du budget du Congrès, les inégalités de revenus ont augmenté de façon constante au cours des 40 dernières années. Le principal moteur de cette évolution, c'est la croissance beaucoup plus rapide des revenus du marché pour les ménages situés tout en haut de l'échelle, comparée à celle du reste de la population. Cela ne veut pas forcément dire que les autres deviennent pauvres, d'ailleurs. Cela veut dire que les revenus des ménages de la classe moyenne progressent beaucoup plus lentement, tandis que ceux des plus hauts revenus s'envolent. Le résultat, c'est qu'une part croissante du revenu national se concentre entre les mains d'un nombre de ménages de plus en plus restreint. Et cette tendance a profondément transformé la structure de l'économie américaine, mais aussi notre société. La preuve la plus claire de cette transformation, c'est sans doute l'évolution de la taille même de la classe moyenne. J'ai écrit un article détaillé à ce sujet sur mon Substack et sur mon Patreon, donc si ça vous intéresse, allez-y jeter un œil, je mettrai le lien juste en dessous. D'après les recherches, en 1971, environ 61% des adultes américains vivaient dans des foyers à revenus moyens. Mais en 2021, ce chiffre est tombé à seulement 50%, et il continue de baisser. Pendant ce temps, les groupes à revenus élevés et à revenus faibles se sont tous deux élargis. La part des revenus élevés est passée de 14 à 21% et celle des revenus faibles de 21 à 29%. Certains économistes soulignent qu'une partie de cette contraction de la classe moyenne s'explique par une mobilité ascendante, avec davantage de foyers qui accèdent à des tranches de revenus plus élevées.
Cependant, d'autres soulignent que de nombreux foyers ont reculé en même temps à cause de salaires stagnants, du coût de la vie qui augmente et d'une sécurité économique en déclin. En d'autres termes, la classe moyenne américaine s'est vidée des deux côtés. Il n'y a évidemment pas une seule explication à la montée des inégalités de revenus. Les économistes évoquent plutôt plusieurs forces structurelles qui agissent ensemble. La première, c'est le changement technologique. L'automatisation et l'intelligence artificielle ont accru la demande de travailleurs très qualifiés, tout en remplaçant beaucoup d'emplois routiniers dans l'industrie et l'administration. Les personnes qui possèdent des compétences techniques spécialisées s'attendent naturellement à des salaires bien plus élevés que celles qui effectuent des tâches répétitives. La deuxième, c'est la mondialisation. Depuis plusieurs décennies, l'action manufacturière s'est de plus en plus déplacée vers les pays à coût plus faible. Il y a un vrai débat à avoir sur les avantages et les inconvénients d'une telle approche. Mais les États-Unis se sont en pratique désindustrialisés et leur économie s'est largement financiarisée. Certes, les consommateurs ont profité de produits importés moins chers, mais beaucoup de communautés industrielles américaines ont subi des pertes d'emplois et une pression à la baisse sur les salaires. Troisièmement, il y a le déclin du syndicalisme. Les syndicats jouaient autrefois un rôle clé pour négocier de meilleurs salaires, des retraites et des avantages pour des millions de travailleurs. Avec la baisse de la participation syndicale, beaucoup de salariés ont perdu une partie de leur pouvoir de négociation face aux employeurs. Enfin, quatrièmement, il y a la question de l'éducation. Les diplômés de l'université continuent de gagner nettement plus que ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures. Mais dans le coût des études s'est augmenté pour les écoles pour les familles modestes. Ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'université à moins de pouvoir subvenir à leurs besoins ou de leur assurer une stabilité financière et matérielle pendant ces 4 années. C'est donc un obstacle que beaucoup de familles à faible revenu n'arrivent pas à surmonter. Enfin, les évolutions des marchés financiers ont profité de manière disproportionnée aux ménages qui possédaient déjà des actifs importants. Au fil des décennies, la hausse des marchés boursiers, du capital investissement et de l'immobilier a fait croître la richesse beaucoup plus vite chez les détenteurs d'actifs que chez les salariés. Et comme la richesse génère des revenus d'investissement, ceux qui possèdent déjà du capital voient souvent leurs revenus augmenter plus vite que ceux qui dépendent principalement de leur salaire. Parlons maintenant des raisons pour lesquelles beaucoup d'Américains ont le sentiment de vivre moins bien. Les statistiques sur les revenus ne racontent qu'une partie de l'histoire, bien sûr. Les dépenses courantes ont augmenté très vite dans plusieurs domaines essentiels. Le prix du logement a grimpé bien plus vite que les revenus dans de nombreuses grandes villes à travers les États-Unis. Les coûts de santé continuent de prendre une part croissante du budget des ménages et les frais de garde d'enfants sont devenus hors de portée pour beaucoup de familles. L'enseignement supérieur, lui, oblige souvent les étudiants à s'endetter lourdement avant même d'entrer sur le marché du travail. Et même si les salaires ont augmenté en valeur nominale, beaucoup de foyers ont le sentiment que chaque paie leur offre moins de sécurité financière que celle dont bénéficiaient les générations précédentes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les sondages montrent régulièrement une forte inquiétude à propos du coût de la vie, même quand le chômage reste relativement bas. Maintenant, parlons de l'écart de richesse et voyons pourquoi il est encore plus grand que l'écart de revenus. Les inégalités de revenus attirent souvent le plus d'attention, mais les inégalités de patrimoine sont en réalité encore plus marquées. Le revenu, c'est l'argent que l'on gagne chaque année. La richesse, elle, correspond à l'ensemble des biens accumulés, les logements, les comptes de retraite,
les placements, les entreprises ou encore l'épargne. Les familles qui possèdent un patrimoine important peuvent générer des revenus d'investissement, profiter de la hausse de la valeur de leurs actifs et transmettre cette richesse aux générations suivantes. Les familles qui ont peu ou pas du tout de patrimoine restent souvent dépendantes uniquement de leurs revenus du travail. Du coup, quand les prix des actifs augmentent avec le temps, les inégalités de richesse peuvent croître beaucoup plus vite que les inégalités de revenus. Cela crée un cercle auto-entretenu, où la richesse engendre toujours plus de richesse. Alors, que peut-il se passer ensuite? Si les tendances actuelles se poursuivent, les économistes mettent en garde contre plusieurs conséquences à long terme. L'une d'elles, c'est un ralentissement de la croissance économique. Les ménages à revenus moyens dépensent en général une part plus importante de leurs revenus que les ménages les plus aisés. Si une part croissante du revenu se concentre entre les mains des plus hauts revenus, la demande des consommateurs pourrait s'affaiblir avec le temps. Autre inquiétude, la baisse de la mobilité sociale. Historiquement, les Américains pensaient que le travail acharné permettait aux enfants de dépasser leurs parents sur le plan économique. Mais la montée des inégalités peut en réalité réduire les opportunités, en rendant l'accès à l'éducation, au logement, aux soins de santé et même aux affaires de plus en plus dépendant de la richesse familiale. Ceux qui possèdent un patrimoine pourront créer une entreprise ou aller à l'université pour obtenir un diplôme. Ceux qui n'en ont pas devront continuer à vivre uniquement de leur salaire. La polarisation politique risque aussi de s'aggraver. De fortes disparités économiques entraînent souvent un mécontentement croissant envers les institutions existantes. Les personnes issues de milieux économiques différents finissent par vivre des réalités totalement distinctes, ce qui rend le compromis politique plus difficile, voire parfois impossible. Enfin, l'augmentation des inégalités peut, avec le temps, accroître l'instabilité financière. Quand une grande partie de la population dépend fortement de l'endettement juste pour maintenir son niveau de vie, la dette des ménages augmente et l'économie devient plus vulnérable en période de récession. Est-ce que cette tendance peut être inversée? Eh bien, c'est une très bonne question. Et malheureusement, nous n'avons pas de boule de cristal. Les économistes sont d'ailleurs très divisés sur les meilleures solutions à adopter. Certains plaident pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et au développement des compétences. D'autres défendent des réformes fiscales visant à réduire les inégalités après impôt. Et puis, il y a ceux qui proposent de renforcer la protection des travailleurs, d'encourager la concurrence ou encore de favoriser une répartition plus la propriété des actifs financiers. Il y a aussi des débats sur la politique du logement, la réforme du système de santé, le coût de la garde d'enfants et bien sûr la sécurité à la retraite. Aucune mesure unique ne suffira à inverser des décennies de changements structurels. La plupart des économistes pensent plutôt qu'il faudrait mener plusieurs réformes en même temps. Mais pour que cela se produise, il faut une réelle volonté politique d'aider le peuple américain. Au lieu de dépenser des milliards de dollars dans des interventions à l'étranger pour financer des guerres ou des bombardements dans d'autres pays, qui ne répondent ni aux enjeux de sécurité nationale ni aux défis économiques des États-Unis. Les États-Unis restent l'une des nations les plus riches de l'histoire, c'est vrai. Mais la manière dont cette richesse est répartie a profondément changé. La classe moyenne, qui formait autrefois la colonne vertébrale de l'économie américaine, s'est peu à peu réduite. Les inégalités de revenus se sont creusées, la richesse s'est concentrée entre de moins en moins de mains et le coût d'un mode de vie de classe moyenne ne cesse d'augmenter. La question maintenant, c'est de savoir si ces tendances vont se poursuivre ou si les responsables politiques trouveront des moyens de renforcer la mobilité économique.
De cette réponse dépend peut-être l'avenir de ce qu'on appelait autrefois le rêve américain. Le vrai enjeu pour les États-Unis n'est plus seulement de savoir combien de richesses le pays peut créer, mais à quel point cette prospérité peut être partagée. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Comme toujours, j'adorerais avoir votre avis. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.